bonsoir, bonjour, comme vous voulez. Bienvenue sur la voix de Morgane. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, pour la première fois, je fais une lecture alternative. C'est-à-dire que pour Martin Eden, les chapitres 35 et 36, j'ai essayé quelque chose. Voilà. Comme je disais, un autre angle de vue. Mais je crois que le son était assez terrible. Pas qu'il soit bon, souvent, mais là il était assez terrible. Et donc j'ai décidé de vous présenter, non pas de choisir l'une ou l'autre, mais de vous présenter les deux. Ça va réduire d'autant plus les personnes qui vont les regarder, mais bon, c'est pas grave, ça m'amuse. Voilà. Et par les temps qui courent, je crois qu'il ne faut pas se priver de... de s'amuser comme on peut. Et je sais que ça doit vous paraître très étrange, mais moi ça m'amuse. Donc je vais vous faire cette lecture alternative des chapitres 35 et 36 de Martin Eden. Et je vous remercie infiniment si vous m'écoutez. Et je vous dis à tout à l'heure après la lecture. Brissenden n'expliqua pas les raisons de sa longue absence et Martin ne chercha pas à les savoir. Il était content de voir le visage cadavérique de son ami en face de lui devant son gobelet de toddy fumant. « Je n'ai pas été paresseux non plus, annonça Brissenden après s'être fait donner le compte-rendu du travail de Martin. Il sortit de la poche intérieure de son pardessus un manuscrit et le tendit à Martin, qui en lut le titre avec curiosité, puis le regarda d'un air interrogateur. « Oui, c'est bien ça, dit Brissenden en riant. Pas mal comme titre, hein ? Éphémère. C'est le mot qu'il fallait, et c'est vous qui en êtes responsable. Car il s'agit de votre homme, de la créature inorganique, momentanément animée, le dernier des éphémères qu'un degré de plus au thermomètre fait éclore. Je l'avais dans la tête et il m'a fallu écrire pour en être débarrassé. Dites-moi ce que vous en pensez. » Le visage de Martin, d'abord animé, pâlit en lisant. C'était de l'art absolu. La forme triomphait de la substance, si l'on pouvait appeler ainsi une parfaite expression de la substance, comprise dans ses plus impondérables atomes. Et Martin, en extase, sentit des larmes d'admiration monter à ses yeux et un frisson le parcourir tout entier. C'était un long poème de 600 ou 700 lignes, fantastique, terrifiant, inouï, suprahumain. Il traitait de l'homme et de ses rapports ultimes avec son âme tâtonnante. À travers les abîmes de l'espace, celle-ci interrogeait le témoignage des soleils éteints et le reflet des arcs-en-ciel. C'était une orgie d'imagination, la folle ivresse d'un mourant qui tantôt sanglote tout bas et l'instant d'après s'élance plein d'un sauvage espoir au rythme désordonné d'un cœur qui s'éteint. Majestueux, le poème s'envolait jusqu'au tumulte glacé des combats stellaires, au chaos des soleils refroidis et à l'incendie des nébuleuses illuminant les ténèbres de l'infini. Et, à travers tout cela, s'élevait, incessante et frêle, pareille à un frisson cristallin, la faible voix flûtée de l'homme, chétif pépiment parmi le fracas des planètes et le craquement des mondes. Il n'existe rien de pareil en littérature, dit Martin, lorsqu'il put parler. C'est inouï. J'en ai le vertige. Ça m'a saoulé. Ce problème prodigieux, éternel, incessant, ce vagissement de l'homme résonne toujours à mon oreille. On dirait la marche funèbre d'un moustique parmi le barrissement des éléphants et le rugissement des lions, l'insatiabilité du désir microscopique. Je sais que je suis ridicule en ce moment,
Mais ce n'est pas de ma faute. Vous êtes, je ne sais pas, vous êtes extraordinaire. Mais comment faites-vous? Comment faites-vous? Martin interrompit un instant sa rhapsodie, puis repartit de plus belle. Je n'écrirai plus jamais, je ne suis qu'un pâle scribouillard. Vous montrez ce que c'est que le génie. C'est plus que du génie. C'est la vérité qui rend fou. C'est vrai à chaque ligne. Je me demande si vous vous en rendez compte, espèce de dogmatiste. C'est le verbe du prophète, dont les rythmes puissants sont tissés de splendeur et de lumière. Maintenant, assez. Je suis écrasée, vaincue. Si, encore un mot. Laissez-moi m'occuper de le faire publier. Brissenden ricana. Pas une revue de la chrétienté n'osera jamais publier ça, vous le savez bien. Je suis sûre au contraire que toutes se précipiteront dessus. Elles ne reçoivent pas tous les jours de pareilles œuvres. Ce n'est pas le poème de l'année, c'est le poème du siècle. J'ai bien envie de vous prendre au mot. Ne soyez pas cynique, conseilla Martin. Les éditeurs ne sont pas tous idiots. Et je veux bien accepter la gageure. Je vous parie tout ce que vous voudrez qu'Éphémère sera accepté à la première ou à la seconde offre. Il n'y a qu'une seule chose qui m'empêche de tenir le pari. Brissenden se tut un instant. Ce machin-là est fort. C'est ce que j'ai fait de plus fort. C'est mon chant du cygne. J'en suis fière. Je l'admire. C'est meilleur que le whisky. C'est la réalisation de mon rêve de jeunesse quand j'étais un adolescent aux douces illusions, au pur idéal. Et maintenant que je l'ai réalisé, avant de mourir, je ne veux pas qu'il soit marchandé, tripoté, sali par un troupeau de pourceaux. Non, je ne tiens pas le pari. C'est à moi, c'est mon œuvre, et c'est un peu la vôtre aussi. Mais pensez aux autres, la fonction de la beauté, c'est de donner de la joie. Cette beauté m'appartient. Ne soyez pas égoïste. Je ne suis pas égoïste, Brissenden ricana doucement, ainsi qu'il faisait d'habitude avant de dire quelque chose qui l'amusait. Je ne suis pas plus égoïste qu'un chien affamé. Martin s'efforça en vain de le faire revenir sur sa décision. Il lui déclara que sa haine des magazines était morbide et qu'il se conduisait d'une façon plus méprisable encore que le jeune Érostrate qui brûla le temple de Diane à Éphèse. Brissenden reçut l'avalanche d'injures d'un air satisfait tout en sirotant son toddy et lui affirma qu'elles étaient parfaitement justifiées, excepté en ce qui concernait les éditeurs. Sa haine envers eux ne connaissait aucune limite et sur ce sujet, le vocabulaire injurieux qu'il déversait dépassait de beaucoup celui de Martin. « Copiez-moi ça à la machine, dit-il. Ce sera bien mieux fait que par n'importe quel dactylo. Et maintenant, laissez-moi vous donner quelques conseils. » Il tira de la poche extérieure de son pardessus un épais manuscrit. « Voici votre honte du soleil. Je l'ai lu non pas une fois, mais 3 ou 4 fois. C'est le plus grand compliment que je puisse vous faire. Après ce que vous m'avez dit d'éphémère, je n'ai plus qu'à me taire, mais laissez-moi vous dire ceci. Quand la honte du soleil paraîtra, ça fera sensation. Votre œuvre provoquera des controverses qui vous vaudront toute la publicité du monde. » Martin se mit à rire. « Il ne manque plus que vous ayez l'audace de me conseiller de le soumettre au magazine. Surtout pas. Si vous voulez que ça paraisse, offrez-le à une maison d'édition de premier ordre. Vous tomberez peut-être sur un type assez fou ou assez saoul pour l'accepter. L'essence même, le sang concentré de tout ce que vous avez lu de beau et puré, encore en passant par l'alambic du cerveau de Martin Eden, s'est exprimé dans La honte du soleil. Et Martin Eden, un jour, sera célèbre, en grande partie à cause de cette œuvre. Donc, vous devez chercher un éditeur. Le plus tôt sera le mieux. Brissenden resta longtemps ce soir-là,
Déjà perché sur la première marche du tram, il se retourna vivement vers Martin et lui glissa un petit chiffon de papier tout froissé. « Tenez, prenez ça, dit-il. J'ai été aux courses aujourd'hui et suis tombé sur le bon tuyau. » Le timbre sonna et le tram s'ébranla, laissant Martin sur la chaussée à se demander ce que pouvait être ce bout de papier graisseux. Rentré dans sa chambre, il vit que c'était un billet de 100 $. Il ne se fit aucun scrupule de l'accepter, sachant d'abord que son ami était bourré d'argent. De plus, il était absolument certain de pouvoir le lui rendre un jour. Le lendemain, il paya toutes ses notes, 3 mois d'avance à Maria, et dégagea tout ce qu'il avait porté au mont-de-piété. Puis il acheta le cadeau de mariage de Marianne et des cadeaux de Noël pour Ruth et Gertrude. Enfin, il emmena toute la tribu des Silva dans Auckland et, tenant sa promesse avec quelques mois de retard, leur acheta à tous des chaussures ainsi qu'à Maria. Des trompettes, des poupées, des kilos de bonbons et de gâteaux encombrèrent finalement les bras des 7 gosses ahuris de joie. Ce fut au moment où il entrait avec Maria chez un confiseur en quête d'un gigantesque sucre d'orge, suivi par cette extraordinaire procession qui se pressait sur ses talons, qu'il rencontra Ruth et sa mère. Madame Morse fut choquée. Ruth fut vexée, car elle avait un certain souci des apparences et la vue de l'homme qu'elle aimait, bras dessus, bras dessous avec Maria, traînant à sa suite une horde de petits loqueteux, n'offrait rien de bien flatteur. Mais ce qui la désola le plus dans cet incident, c'est qu'elle y vit l'impossibilité de jamais le faire rompre avec son milieu. Bien plus, il l'affichait ouvertement et à la face du monde, de son monde à elle. Vraiment, c'était allé trop loin, bien que ses fiançailles avec Martin aient été tenues secrètes. Leur longue intimité n'avait pas été sans faire jaser et, dans les magasins, elle avait aperçu plusieurs de leurs connaissances, regardant à la dérobée son flirt et son étrange suite. Aussi étroite et conventionnelle que Martin était large et généreux, il lui était impossible de s'élever au-dessus des contingences. Elle fut donc piquée au vif, ulcérée jusqu'au fond de l'âme, au point que Martin, lorsqu'il vint chez elle plus tard, garda son cadeau de Noël dans sa poche, car il préférait le réserver pour une occasion plus favorable. Ruth, en larmes, pleurant de honte et de colère, lui fut une révélation. Il se dit qu'il était une brute, mais sans savoir exactement pourquoi ni comment, car l'idée d'être honteux de ses amis ne lui vint pas un instant à l'esprit, comme il lui sembla que Ruth ne pouvait en aucune façon lui en vouloir du fait d'avoir procuré aux Silva un peu de bonheur pour Noël. Ensuite, lorsque Ruth lui eut expliqué son point de vue, il le comprit et le regarda comme une de ces faiblesses bien féminines dont toutes les femmes, même les meilleures, sont affligées. Chapitre 36. La première chose que fit Martin, le lendemain matin, fut d'agir exactement à l'encontre de la volonté de Brissenden et de ses conseils. Il commença par expédier La honte du soleil à l'Acropolis, pensant que s'il parvenait à la faire publier par une revue, une maison d'édition la lui prendrait ensuite d'autant plus facilement. Il envoya Éphémère à une revue également. En dépit de la phobie de Brissenden contre les revues, Martin décida que cet admirable poème devait voir le jour. Non pas qu'il crût pouvoir se permettre de le faire publier sans sa permission. Mais une fois le poème accepté par un grand magazine, il espérait obtenir le consentement de son ami. Ce matin-là, Martin commença une histoire esquissée quelques semaines auparavant et qui n'avait cessé de le hanter depuis. Elle devait se passer au XXe siècle, sur mer, être pleine d'aventures et de romanesques et évoluer cependant dans un monde réel, avec des personnages réels, dans des conditions vraisemblables. Mais, à travers la trame pittoresque du récit, il y aurait autre chose qu'un lecteur superficiel ne sentirait peut-être pas et qui en constituerait la valeur pour celui qui savait lire entre les lignes. Trop tard.
devait en être le titre et ça devait avoir au minimum 60 000 mots. Une bagatelle, étant donné la facilité de sa production. Il se plongea ce jour-là dans le travail avec le sentiment délicieux de l'ouvrier qui sent ses outils bien en main et n'a plus à craindre qu'un faux mouvement ne gâche sa besogne. Ces longs mois d'application et d'études portaient leurs fruits. Il pouvait à présent dégager des détails élémentaires, s'appliquer d'une main sûre aux grandes lignes d'une œuvre et, d'heure en heure, il se rendait compte, comme jamais auparavant, de la façon solide et large dont il comprenait la vie et les choses de la vie, grâce à Herbert Spencer, se dit-il, en s'arrêtant une seconde d'écrire. Oui, c'est à Spencer qu'il devait la clé de la vie, l'évolution. Il sentit que ce qu'il écrivait serait d'une grande envergure. Ça marche, se répétait-il sans cesse. Enfin, il avait découvert le genre de choses qui plairait forcément au magazine. L'histoire tout entière fulgura devant ses yeux. Il s'interrompit pour écrire dans son calepin un long paragraphe, le dernier de trop tard. Le livre tout entier était si parfaitement composé dans sa tête qu'il en pouvait déjà écrire la fin. Il le compara aux histoires de marins qu'il connaissait. « Il n'y en a qu'un seul qui en approcherait, murmura-t-il tout haut, c'est Conrad. Et même celui-là pourrait venir me serrer la main et me dire « C'est bien, Martin, mon garçon. » Il travailla toute la journée et ne se rappela qu'au dernier moment qu'il devait dîner chez les Morse. Grâce à Brissenden, son complet noir était dégagé et il pouvait de nouveau dîner en ville. Auparavant, il courut jusqu'à la librairie acheter le cycle de la vie, un essai sur Spencer dont Brissenden avait parlé. À peine en trame, il l'ouvrit et à mesure qu'il lisait, la colère l'envahissait. Le sang au visage, la mâchoire serrée, son poing se fermait, s'ouvrait puis se refermait comme pour saisir et broyer quelque chose de haïssable. Une fois descendu du tram, il arpenta furieusement le trottoir et sonna à la porte des Morses avec une telle rage qu'il retrouva du coup sa maîtrise de soi et sourit de s'être emporté à ce point. À peine fut-il entré chez les Morses qu'il se sentit oppressé. Bourgeois, boutiquier, avait dit de Brissenden. « Mais quoi ?» s'interrogea-t-il, furieux contre lui-même. Il épousait Ruth et non pas sa famille. Il lui sembla que Ruth n'avait jamais été si belle, si éthérée et, du même coup, si bien portante. Ses joues étaient colorées, il ne pouvait s'empêcher de constamment regarder ses yeux, les yeux dans lesquels, pour la première fois, il avait lu l'immortalité. Depuis quelque temps, il négligeait un peu l'immortalité. Mais, à cet instant, dans les yeux de Ruth, il lisait l'argument sans parole qui réduisait à néant les arguments les plus spécieux. Toute discussion s'éteignait devant ses yeux, car il y voyait de l'amour. Cet amour était indéfinissable, incompréhensible, infini. Telle était sa doctrine passionnée. Avant le dîner, il eut avec elle une demi-heure d'aparté qui le rendit profondément heureux et satisfait de vivre. Mais à table, l'inévitable réaction de sa dure journée de travail se fit sentir. Il avait mal aux yeux, se sentait irritable, nerveux. Il se souvint qu'à cette même table qu'il dénigrait à présent et où il s'ennuyait si souvent, il avait pour la première fois mangé avec des gens civilisés dans ce qu'il imaginait alors le milieu le plus hautement intellectuel et le plus raffiné. Il évoqua le pathétique Martin Eden de ce soir-là, le sauvage embarrassé de lui-même, suant l'appréhension par tous les pores, affolé devant les mystères de la bienséance, médusé par le maître d'hôtel qui lui faisait l'effet d'un ogre, s'essayant à franchir d'un seul coup le gouffre énorme qui le séparait de ses êtres supérieurs et se décidant enfin à demeurer lui-même et à ne pas singer plus longtemps une éducation qu'il n'avait pas. Il lança un coup d'œil inquiet à Ruth, un peu comme ces passagers qui, saisis par une panique soudaine, cherchent des yeux la ceinture de sauvetage. Si tout le reste avait fait faillite, il avait du moins gagné l'amour et Ruth,
Seuls Ruth et l'amour avaient supporté l'épreuve des livres et mérité la sanction biologique. L'amour était l'expression la plus exaltée de la vie. La nature avait travaillé 1 million de siècles à faire éclore ce chef-d'œuvre en lui, à le parfaire, à l'embellir de toutes les merveilles de l'imagination, pour le lancer ensuite sur cette planète à seule fin de vibrer, d'aimer et de s'unir. Sa main chercha celle de Ruth sous la table, et elles échangèrent une ardente pression. Ruth le regarda rapidement, ses yeux rayonnants fondaient de tendresse. Un frisson le parcourut. Il ne se rendit pas compte que ce qu'il avait vu de si beau dans ce regard n'était que le reflet de ce qu'avait projeté le sien. En face de lui, à la droite de M. Morse, était assis M. Blount, juge à la Cour suprême. Martin l'avait rencontré plusieurs fois sans parvenir à l'apprécier. Lui et M. Morse discutaient syndicalisme, situation locale, socialisme, et M. Morse s'efforçait d'attirer Martin dans la discussion et de le mettre dans son tort. À la fin, le juge Blount lui lança un regard à la fois indulgent et plein d'une paternelle pitié, ce qui fit sourire Martin en dedans. « Ça vous passera, jeune homme, dit-il d'un ton doucereux, le temps est le meilleur remède pour tempérer les exagérations de la jeunesse. » Il se tourna vers M. Morse. « Dans des cas semblables, la discussion ne vaut rien. Elle ne sert qu'à renforcer l'entêtement du patient. »« C'est exact, » répondit gravement M. Morse. « Mais il est bon parfois de renseigner le patient sur son état. » Martin eut un rire joyeux, un peu forcé. La journée trop longue, trop intense provoquait en lui une réaction pénible. « Je ne doute pas que vous ne soyez tous les deux d'excellents médecins, dit-il, mais si vous vous souciez le moins du monde de la vie du patient, permettez-moi de vous dire que votre diagnostic ne vaut pas grand-chose. En fait, vous souffrez de la maladie que vous me découvrez, soi-disant. Moi, je suis à l'abri. La philosophie socialiste que vous essayez péniblement de digérer, moi, je ne l'ai pas avalée. « Pas mal, murmura le juge. « C'est une excellente ruse en controverse que de renverser les situations. » Pour vous. Les yeux de Martin lançaient des éclairs, mais il garda son sang-froid. « Voyez-vous, monsieur le juge, j'ai suivi vos discours pendant la campagne électorale. Par un phénomène d'autosuggestion, vous vous persuadez que vous croyez au système des compétitions et à la suprématie du plus fort et, en même temps, vous sanctionnez tant et plus toutes les mesures capables de diminuer la puissance du plus fort. Jeune homme, rappelez-vous que j'ai entendu vos discours, répéta Martin. Il est flagrant que votre position en ce qui concerne la réglementation du commerce intérieur, le trust des chemins de fer et la Standard Oil, la conservation des forêts et 1000 autres mesures restrictives est nettement socialiste. Voudriez-vous me faire croire que vous n'approuvez pas la réglementation de ces odieux abus de pouvoir ? Là n'est pas la question. Je tiens seulement à vous prouver l'inanité de votre diagnostic. Je tiens à vous dire que le microbe du socialisme ne m'a pas atteint et que c'est vous, au contraire, qui le ronge et qui l'émascule. Quant à moi, je suis un adversaire résolu du socialisme, comme de votre démocratie hybride, qui n'est autre chose qu'un pseudo-socialisme que vous dispensez à coups de grands mots qui ne veulent rien dire. Je suis réactionnaire, tellement réactionnaire que mes opinions ne peuvent que vous être incompréhensibles. À vous qui vivez dans le mensonge d'une organisation sociale truquée et dont la vue n'est pas assez perçante pour découvrir ce trucage. Vous faites semblant de croire à la suprématie du plus fort et aux lois du plus fort. Moi, j'y crois. Voilà la différence. Quand j'étais un peu plus jeune, j'étais comme vous. Vos idées m'avaient influencé. Mais les marchands, les commerçants ne sont tout au plus que des patrons peureux qui passent leur vie à lécher l'assiette au beurre. Alors je me suis retournée vers l'aristocratie. Ici, à cette table, je suis le seul individualiste. Pour moi, l'État n'est rien.
J'attends l'homme fort, le chevalier sans peur qui viendra sauver l'État de ce néant fangeux. Nietzsche avait raison. Je ne perdrai pas mon temps à vous expliquer qui était Nietzsche. Mais il avait raison. Le monde appartient aux forts, à ceux qui allient la force à la noblesse d'âme, qui ne se vautrent pas dans les mares croupies des compromissions, dans les pots de vin et les affaires plus ou moins véreuses. Le monde appartient à la grande brute racée, à celui qui n'a qu'une parole et qui la tient, aux vrais aristocrates. Et ils vous mangeront, vous, les socialistes qui avez peur du socialisme. Votre morale d'esclave ne vous sauvera pas. Je sais bien que tout cela est de l'hébreu pour vous et je ne vous ennuierai pas davantage. Mais souvenez-vous d'une chose. Il n'y a peut-être qu'une demi-douzaine d'individualistes dans tout Auckland. Martin Eden est un de ceux-là. Il se tourna vers Ruth, signifiant par là qu'il était décidé à ne plus discuter davantage. « Je suis à bout ce soir, dit-il à mi-voix. Tout ce que je peux faire encore, c'est de vous aimer. » Il fit semblant de ne pas entendre M. Morse qui disait « Je ne suis pas convaincu. Tous les socialistes sont jésuites dans l'âme. Voilà ce qu'il faut leur dire. » « Nous arriverons tout de même un jour à faire de vous un bon républicain, dit le juge Blount. Le sauveteur viendra avant, répondit Martin avec bonne humeur, puis il se tourna à nouveau vers Ruth. Mais M. Morse n'était pas satisfait. La paresse de son futur gendre, la répulsion pour tout travail sérieux, ses idées inquiétantes, sa nature incompréhensible lui causaient un vif déplaisir. M. Morse lança donc la conversation sur Herbert Spencer. Le juge le seconda de son mieux et Martin, qui avait dressé l'oreille en entendant prononcer le nom du philosophe, entendit le digne magistrat énoncer gravement, avec complaisance, une diatribe sévère contre Spencer. De temps à autre, M. Morse lança un regard furtif à Martin comme pour dire « Là, mon garçon, vous voyez bien. » Sinistre raseur, marmotta Martin. Il continua à discuter avec Ruth, mais le travail de la journée l'avait éprouvé et il était nerveux. « Qu'avez-vous » lui demanda Ruth tout à coup, inquiète de voir l'effort qu'il faisait pour se contenir. « Il n'y a de Dieu que l'inconnu et Herbert Spencer est son prophète, disait le juge à ce moment précis. Martin se retourna vers lui. « Jugement facile, fit-il avec calme. Je l'ai entendu prononcer pour la première fois au City Hall Park, par un homme du peuple qui aurait dû être mieux renseigné. Depuis, je l'ai entendu souvent, et chaque fois, la bêtise de cette phrase me donne des nausées. Vous devriez être honteux. Entendre le nom de ce grand homme sur vos lèvres, c'est trouver une rose dans une poubelle. Vous me dégoûtez. Ce fut catastrophique. Le juge le foudroya du regard et parut sur le point d'avoir une attaque d'apoplexie. M. Morse se réjouissait dans son fort intérieur. Sa fille était visiblement choquée et c'était bien ce qu'il voulait faire. Amener cet homme qu'il n'aimait pas à révéler sa brutalité et son manque absolu d'éducation. La main de Ruth, implorante, alla chercher celle de Martin sous la table, mais le fauve était lâché. La prétention intellectuelle et le mensonge de ceux qui occupent les plus hautes situations l'indignaient. Un juge de la Cour suprême, dire que peu d'années auparavant il avait regardé ces glorieuses entités comme des demi-dieux. Le juge reprit son calme et tenta de continuer la discussion en affectant une politesse qui, Martin le comprit parfaitement, s'adressait uniquement aux femmes présentes. Ça l'exaspéra davantage encore. N'y avait-il décidément aucune sincérité de par le monde ? « Vous ne pouvez pas discuter Spencer avec moi, » s'écria-t-il. « Pas plus que ses propres compatriotes, vous ne le connaissez. Mais ce n'est pas votre faute, je vous l'accorde. Ça tient à la méprisable ignorance de l'époque où nous vivons. » Un philosophe de l'Académie qui n'était pas digne de respirer le même air que lui l'a appelé le philosophe des demi-cultivés. Je ne crois pas que vous ayez lu 10 pages de Spencer, mais certains critiques, probablement plus intelligents que vous, n'en ont pas lu davantage et ils osent défier ses disciples de trouver une seule idée dans tous ces écrits, des écrits de Spencer.
de l'homme dont le génie a influencé la science et la pensée moderne, du père de la psychologie, de celui qui révolutionna la pédagogie de telle façon que le petit paysan français, en apprenant à lire, apprend ses principes. Et des hommes insignifiants essaient de salir sa mémoire quand le peu de connaissances qu'a emmagasiné leur cerveau lui est dû en grande partie. Et pourtant un homme comme Fairbank, le principal d'Oxford, un homme qui occupe une situation plus élevée que la vôtre, monsieur le juge, a déclaré que Spencer sera considéré par la postérité comme un poète et un rêveur, plutôt que comme un penseur, roquet et fantoche. Ces premiers principes ne sont pas entièrement dénués d'un certain charme littéraire, a dit un autre. Et d'autres encore ont dit qu'il était un adroit besogneux, plutôt qu'un penseur original. Roquets et fantoches, roquets et fantoches. Martin s'arrêta. Il y eut un silence de mort. Toute la famille de Rose tenait le juge Blount pour un homme remarquable et puissant, et la sortie de Martin les horrifia. Le dîner s'acheva dans une atmosphère de cérémonie funèbre. Le juge et M. Morse parlaient exclusivement ensemble. Les autres parlaient à bâton rompu, puis quand Ruth et Martin furent seuls, il y eut une scène. « Vous êtes impossible, sanglota-t-elle. » Furieux encore, Martin marmottait. « Les brutes, les brutes. » Quand elle lui affirma qu'il avait insulté le juge, il répliqua. « Parce que je lui ai dit la vérité. » « Que ce soit vrai ou faux, ça m'est égal, s'écria-t-elle. Il y a des limites qu'on ne doit pas franchir et vous n'aviez aucun droit d'insulter quelqu'un. Alors pourquoi le juge Blount a-t-il le droit de dénaturer la vérité ? Demanda Martin. Dénaturer la vérité est une chose beaucoup plus grave qu'insulter une aussi piètre personnalité que celle du juge. Il a fait pire, il a sali la mémoire d'un grand mort. Les brutes, les brutes. Sa colère se réveilla de plus belle devant Ruth épouvantée. Jamais elle ne l'avait vu si furieux et elle le trouvait déraisonnable et incompréhensible. Et pourtant, à travers son ressentiment craintif, l'ancien charme l'attirait encore vers lui, ce charme qui l'avait autrefois poussé à nouer ses deux mains sur la nuque de Martin. Ce soir encore, bien qu'humiliée et blessée par la scène du dîner, elle s'abandonna dans ses bras, tandis qu'il répétait « les brutes », ajoutant finalement « Je ne m'assoirai plus à votre table, chérie. Ils ne m'aiment pas et c'est mal de ma part de leur imposer une présence désagréable. Bon sang, ils me rendent malade. Et dire que dans ma naïveté, j'avais cru que les gens qui occupaient les situations élevées, qui habitaient de belles maisons, qui avaient de l'éducation et un compte en banque, étaient tous des gens supérieurs. » Et c'est la fin du chapitre 36. Et je pense que ces deux lectures étaient bien différentes. Et peut-être pas, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, elles sont différentes. Ou non. Je commence à partir dans tous les sens, il faut que je m'arrête. Très bien, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Toutes ces onomatopées, pardon. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et je vous dis à très bientôt. Voilà, tout simplement. Merci infiniment et à très bientôt. Et passez une belle soirée, une belle journée. Merci.